Salut Lys. Salut, ça va, David? Ouais, super. Écoute, je suis super content de t'avoir parce que en réalité, ça fait peut-être un an ou un an et demi qu'on se tourne un petit peu autour et on a finalement réussi à trouver un créneau dans ta vie rocambolesque pour enregistrer ce podcast. Qu'est-ce que tu as fait ce matin pour te sentir plein d'énergie et dans les meilleures dispositions possibles pour cet échange? Alors là, j'ai la pire morning routine puisque je me suis couché tard hier pour terminer des projets de vidéos et des retours sur ma prochaine vidéo YouTube, mon filmmaker. Du coup, je me suis levé au dernier moment. J'ai enfilé un t-shirt, j'ai mangé une banane, j'ai rempli ma gourde et me voilà. Ouais, bah, c'est probablement une capacité d'adaptation que tu as pu développer au fil de tes voyages sur les chemins du monde. C'est assez paradoxal, tu vois. Moi, je trouve que les routines et la discipline, de façon générale, c'est ce qui me permet d'être libre, parce que ça diminue à fond ma charge mentale et j'appelle ça discipliner le chaos. Tu sais, c'est quelque chose qui va te Mmh. parler puisque je dirige une startup et donc mon quotidien est fait de problématiques à gérer et le fait de les enfermer un peu dans des boîtes et dans une organisation euh, un peu millimétré et puis reproductible d'une journée sur l'autre. Ça me donne des repères et ça apaise vraiment la charge mentale et l'énergie que ça me demande. Et toi, à l'inverse, en parcourant le monde, ben, c'est hyper difficile d'avoir ces repères. Et on pourrait imaginer que le fait d'être tout le temps en voyage comme ça, c'est le principe même de la liberté. Parce que t'es guidé par tes instincts, tes envies. Mais en même temps, je pense que c'est aussi fatigant, tu vois, de jamais savoir exactement de quoi sera fait ta journée, justement, d'avoir aucune consistance, aucune habitude reproductible et qu'à chaque fois tu sois un petit peu en train de naviguer dans le chaos. Oui, alors il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Premièrement, moi, je rêve d'avoir des routines. Et en effet, le voyage, c'est extrêmement chaotique. Tu dois sans arrêt t'adapter. Tu sais jamais où est-ce que tu vas dormir, ou qu'est-ce que tu vas manger, etc. Donc, c'est très difficile, même par exemple, si tu as un objectif sportif, bah, c'est pas simple de s'entraîner, c'est pas simple d'avoir ton alimentation réglée comme du papier à musique, ce genre de choses. Donc ouais, beaucoup d'adaptabilité et c'est très énergivore, c'est très fatigant. Moi, ça fait 4 ans que je voyage. Tu vois, là, je rêve un peu d'un chez moi. Et j'en parlais juste avant, mais je suis en train de construire une tiny house, par exemple, pour enfin m'ancrer un petit peu quelque part. Ça veut pas dire que je vais plus voyager. Ça veut dire que je prendrai le temps entre deux voyages de me reposer, de documenter, de réfléchir, de me calmer un peu avant de repartir avec encore plus d'énergie pour faire des choses encore plus ambitieuses. Ouais, mais justement, tu vois, tu parles du sport, de la nutrition. Euh, Moi, j'aime bien dire que j'ai envie de choisir mes stresseurs. Donc, tous les stresseurs qui sont en mon pouvoir, je vais essayer de les réduire au maximum. C'est-à-dire la qualité de l'air, ce que je mange, ce que je vais faire le matin justement pour maximiser l'expression de mon potentiel. À quel moment est-ce que je vais effectuer telle ou telle tâche? Tu vois, par exemple, j'ai mes phases de deep work le matin parce que je sais que je suis plus concentré, Mmh. plus intelligent et je suis plutôt tourné vers l'extérieur l'après-midi. Je time le moment où je fais mon entraînement. En fait, tout ça est hyper cadré, hyper discipliné. Alors pour certains, c'est angoissant et pour autant, pour moi, je m'épanouis là-dedans parce que j'ai l'impression d'être tout le temps à 100%. Et Ouais. mais ce qui veut dire, c'est aussi un corollaire qui est que ben j'ai mes convictions, tu vois, alimentaires par exemple, et si je mange différemment, bah, je suis moins habitué à cette alimentation-là, donc je vais potentiellement pas bien la digérer. Ou alors, je me prépare pour des défis sportifs assez importants qui nécessitent un entraînement assez cadré, tu vois, pour réussir à les atteindre. Mais si je vais rater une séance, ça va m'embêter. Euh, et C'est toi, à quoi tes l'inverse, défis là, sportifs en ce moment? je veux faire des ultra trails en autonomie dans 4 des Oula. endroits les plus extrêmes au monde. Donc le désert, le cercle polaire arctique, la jungle et la haute altitude. Ça se fait en 5 jours, ça fait 255 km et tu portes tout sur ton dos. Euh, Bah, c'est pas des et, petits défis. non, et tu vois, je vois pas comment est-ce que je pourrais préparer ça tout en étant entrepreneur et père de famille si j'avais pas toutes ces routines et toute cette organisation. Et en même temps, bah, ça Ouais. te limite aussi, ça t'enferme parce que, bah, je te dis, par définition, tu te désadaptes à une forme de variabilité. Euh, Ouais, après, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de liberté. Moi, pendant longtemps, je pensais que la liberté, c'était l'absence de contraintes. Et par moments, je me suis senti extrêmement libre. Quand t'as plus rien, par exemple, j'avais viré tout ce que je possédais. Il me restait plus que 75 objets dans un sac à dos. Moi, je me sentais libre parce que je pouvais aller vraiment n'importe où quand je voulais, si ce n'est la pandémie qui m'a un petit peu freiné. Mais et voilà, et plus j'avance, et plus ma définition de la liberté évolue vers le choix conscient de ces contraintes.
et vers plus d'intentionnalité dans ce que je fais. Et là, par exemple, en ce moment, je suis très heureux de me lever tôt parfois pour aller faire du crossfit tôt le matin, de changer mon alimentation, de me mettre plein de contraintes que j'aurais que j'aurais eu en allergie il y a quelques années. Et comment, enfin, si je regarde un peu la diversité de tes défis entre le combat de boxe thaï, la traversée de la Manche en paddle, avortée certes, mais pour laquelle tu t'étais préparé, ou simplement le fait de parcourir les chemins du monde avec ton sac à dos, marcher des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres, ça t'oblige quand même à avoir un corps un peu 4x4, tu vois, capable de s'adapter un petit peu à n'importe quelle contrainte. Est-ce que tu as fait des choses pour entretenir justement cette capacité à être hybride? Alors, quand je suis parti, j'étais au pire de mes capacités physiques, en fait. Quand j'ai tout plaqué et que j'ai commencé à voyager, parce que je me suis pris une hernie discale juste à ce moment-là. C'était vraiment pendant le premier confinement, je venais de quitter mon job, j'attendais le déconfinement pour pouvoir commencer à voyager. Et je sais pas, c'est peut-être un signal de ben, fin d'un cycle. Tiens, t'as tiré sur la corde, tu t'es resté assis à ton bureau pendant des années à jouer aux jeux vidéo, à écouter les profs, à travailler dans une start-up. Et ben maintenant, petite claque de rappel. Et donc j'étais quasiment paralysé. Enfin, j'ai passé 2 semaines dans le lit où je pouvais plus bouger. C'était vraiment, c'était l'enfer. Et après, j'ai commencé à me révolter un petit peu là-dessus, me dire, ok, comment, enfin là, je m'apprête à relever 100 challenges à travers le monde, ça commence mal. Comment est-ce que je peux récupérer un peu la possession de mon corps? Et donc j'ai fait un peu de kiné, mais surtout j'ai mis en place quelques routines quand même de mobilité, de flexibilité, je me suis mis au handstand aussi. Et j'ai tenu ça pendant presque un an quand même. Tous les matins, j'avais une routine. Peu importe où j'étais, je faisais ces exercices. Et ça m'a permis de réparer un petit peu mon dos, de le remuscler un petit peu. Mais après, j'ai jamais eu un corps très athlétique ou autre. Juste, je me démerdais comme je pouvais là où j'étais. Là où après, sportivement, c'est devenu chaud, c'était alors déjà, il y avait l'apnée, mais ça, c'est plus mental, tu vois. Quand je plonge à plus de 30 mètres en apnée, bon, bah là, c'est une autre partie du corps qui est nécessaire d'adapter. Tes poumons, ton lâcher prise, l'acceptation de la pression du corps, etc. Et après, quand tu es dans un camp de Muay Thai en Thaïlande, que tu fais 5 heures de sport par jour, là, c'est vraiment le corps. Bon, c'est aussi le mental d'une certaine manière, mais ton corps est poussé à rude épreuve. Moi, j'avais les tibias bleus, j'étais blessé tout le temps, mais j'y retournais. Et autant avant, j'étais quasi incapable de courir 10 kilomètres, autant après, j'allais courir 10 kilomètres tous les matins pour m'échauffer un peu, en seulement un mois. Parce qu'en fait, quand tu fais 5 heures d'entraînement par jour et que tu vis que pour ça, et que tu manges que pour ça, et que tu te reposes que pour ça, bah, tu as des progrès. C'est incroyable les progrès que tu fais. Et voilà. Et là, je suis dans une nouvelle phase encore. Là, j'ai eu 30 ans et cette fois-ci, je m'y mets très, très, très sérieusement. J'ai un objectif sportif pour novembre. Je vais essayer de terminer un Aerox en moins d'une heure et demie. Peut-être même mieux, on verra. Et un Aerox, c'est une course fitness qui est un peu dérivée du CrossFit où tu as 8 km de course, mais chaque kilomètre, tu as une épreuve sportive un peu énervée. Et donc là, je me suis mis en tête d'avoir la meilleure shape, entre guillemets, la meilleure forme physique de ma vie à 30 ans et de pouvoir prendre le Ulysse, de passer de n'importe quelle version, de n'importe quel âge sur un ring et de l'éclater. Ouais. Ouais, ça, c'est l'avantage de ne pas avoir eu une shape ou un fitness hyper élevé en étant jeune parce que du coup, tu peux quasiment que progresser par rapport à ton référentiel. Tu vois, j'ai 33 Ouais. ans aujourd'hui. Je me suis jamais senti aussi fort physiquement, aussi en forme, aussi endurant que j'ai jamais été. Parce que toute une partie de ma vie, en réalité, était à 180 degrés de celui que je suis aujourd'hui. Et puis, potentiellement plutôt dans une méforme et une décadence globale que dans la pleine expression de mon potentiel. Et donc là où j'ai des copains qui me disent, qui voient leur performance diminuer, se dégrader, moi je fais que progresser. C'est vrai que c'est assez chouette quand même. Ah, c'est trop bien. Mais franchement, le feeling est incroyable, hein. Moi, je fais partie un peu de la catégorie skinny, entre guillemets. Tu vois. Jamais eu de gras. J'ai toujours eu du mal à prendre du poids. J'ai toujours été le plus mince. J'avais toujours des remarques de l'oncle quand tu fais une paella en mode ah bah Ulysse, tu manges pas beaucoup, ce genre de choses. Et tu vois, je fais 1m84 et mon poids de forme, c'était 72-73 kilos, quoi. Donc, c'est pas beaucoup. Et là, je m'y suis mis sérieusement. Et en un an, enfin là, je suis à 81, 82 kilos là.
J'ai jamais été aussi lourd. Je crois que mon max de mon max, ça devait être peut-être 75 kilos avant. Et donc, le différentiel est énorme. Quand je me regarde dans la glace, je suis en mode, what the fuck? Et j'avoue, c'est agréable, c'est cool, quoi. Alors, ça fait peut-être que du boost à l'ego. Certains diront que c'est superficiel, mais moi, je trouve ça vachement bien, même pour la santé mentale. Après l'écriture du livre, je suis dans un moment un peu, tu vois, un peu en baisse et ça m'avait un peu affecté de passer autant de temps sur mon texte, un peu isolé dans mes idées. Et, euh, et le fait de me remettre un objectif physique, de me remettre en mouvement dans mon corps m'a fait aller beaucoup mieux dans ma tête. Ouais, j'ai eu un peu le même parcours dans le sens où je faisais 70 kilos pour 1m85 et puis j'ai dû vraiment forcer ma prise de masse pour changer de gabarit. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'après, tu vois, ça tient. Tu vois, aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'endurance et pour autant, c'est comme si j'avais redéfini la baseline de mon corps et Mmh. je continue à graviter aux alentours de 80 kilos, tu vois, pour 1m85 et je suis 10 fois plus musclé, entre guillemets, que ce que j'étais avant. Ce qui m'empêche pas de faire beaucoup plus d'endurance aujourd'hui. Et tu vois, ce qui est quand même évocateur dans les différents défis que tu as relevés, et celui-là y compris, c'est que l'homme est vraiment adaptivore, tu vois. On a parfois tendance à se mettre des limites dans la tête en pensant ce dont on est capable, en se basant sur le prisme de ce qu'on a déjà fait, alors que face à la contrainte, le corps trouve toujours une façon, un moyen de s'adapter, même à la douleur, même à la difficulté. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien, tu vois, il y a une philosophie à la base japonaise qui s'appelle le misogi, où c'est un rite, je sais plus très bien chez quel moine, mais ils doivent se mettre sous une cascade d'eau gelée puis rester le plus longtemps possible. C'est un petit peu Ah. un travail de résilience mentale. Et ça a été occidentalisé aux États-Unis. Et donc l'idée du misogi aux États-Unis, c'est te lancer un défi où tu as 50% de chances d'échouer. Et la deuxième règle, c'est ne pas mourir. Donc, tu n'as que deux règles. 50% de chances d'échouer et ne pas mourir. Et ça Ouais, change Muay pas mal Thai, le c'est ça? paradigme des choses. Quoi? Un combat de Muay Thai, c'est ça? Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, mais toi, t'as passé ta vie à faire des misogi. Mais c'est vachement intéressant parce que déjà, ça change un peu le paradigme de ce qu'on fait généralement. D'habitude, on veut toujours réussir. Là, en réalité, pour réussir tes misogi, si t'en fais chaque année, tu devrais avoir échoué la moitié du temps. Sinon, ça veut dire que tu faisais pas des choses suffisamment difficiles. Et Mmh. en te confrontant à cette difficulté, à cette adversité, bah, tu trouves en toi des ressources cachées dont tu soupçonnais même pas l'existence. Et ça, c'est quand même un discours qui est partagé par tout le monde. À chaque fois, quand tu demandes à quelqu'un de quoi est-ce que tu es le plus fier ou quelles ont été les aventures qui t'ont le plus marqué, bien souvent, c'était des choses qui ont été gagnées dans la douleur et dans la difficulté, en réalité, dans l'inconfort. Bah ouais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et écoute, ouais, je suis d'accord. Je connaissais pas ce concept de misogynie, mais j'aime bien. Ça me fait penser un peu, tu sais, dans les mangas, quand parfois il y a le personnage principal, il se retrouve face à son clone qui est juste aussi fort que lui-même et donc pour le battre, il doit se transcender, dans l'instant, quoi. Puis trouver des ressources, bah, ouais, il y a peut-être un peu de ça, mais je suis d'accord, on a des capacités exceptionnelles et on se rend pas forcément compte et moi, dans tous mes challenges, que ce soit physiquement comme, ce combat de Muay Thai que j'ai préparé en un mois et enfin, beaucoup de gens me disaient que c'était complètement fou et en fait, on a prouvé que même en étant des mecs ordinaires, on pouvait aller se taper, contre des tailles expérimentées, hem, en se préparant, bon, du mieux qu'on pouvait, mais en tout cas, on a survécu. C'était un match en 5 rounds et on s'est pas mis on n'a pas été KO, quoi. On a tenu jusqu'à la fin, ça allait jusqu'à la décision du jury, c'était très, très chaud donc on a montré que c'était possible et maintenant, il y a des centaines de personnes qui vont en Thaïlande, qui m'écrivent, qui sont allées dans le camp où on est allés et c'est ça qui est trop bien. C'est ça que je voulais montrer, en tout cas, avec mes contenus, c'est que tu vois, je suis pas un athlète de haut niveau et pourtant je me mets dans des situations pourries et donc physiquement comme mentalement, tu vois? Comme quand il faut mémoriser 1000 décimales de pi en 3 jours, comment tu fais? On s'en fout de 1000 décimales de pi entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est la méthode, c'est de savoir comment tu résous ce casse-tête parce que si tu t'appuies que sur ce que tu as appris à l'école, ben, comment tu fais pour, mémoriser 1000 décimales de pi et rester les yeux bandés? Tu peux pas, il y a pas de méthode, il y a pas, une poésie, ça pourrait peut-être marcher pour 100 décimales, mais pour 1000, c'est trop. Donc tu es obligé d'aller creuser plus loin, tu es obligé de trouver des méthodes, tu es obligé de faire ce pas de côté, heu, qui, une fois que tu le fais et que tu te rends compte que c'est possible, là, tu prends conscience des capacités humaines et qu'on a tous d'ailleurs, hein. Enfin moi j'ai pas une mémoire exceptionnelle, pourtant j'ai mémorisé 1000 décimales de pi en 3 jours et si je t'explique la méthode, tu peux le faire sans problème.
Bah, ça, j'en suis sûr, parce que bon, dans une plus petite perspective, avec Guillaume Mathias, qui a fondé BMO, donc c'est un truc sur les neurosciences. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et donc il y a un exercice qu'on doit faire, et donc tous les matins, on doit mélanger un jeu de 52 cartes et puis le restituer le plus rapidement possible. Ah, Et donc à marrant. la fin, tu arrives à 5 minutes, tu l'apprends en 5 minutes et puis tu le restitues en 2,5, 3 minutes. Donc en 7 minutes, tu as appris ton jeu, enfin, tu l'as mélangé, tu l'as appris, tu l'as Mhm. restitué. Et l'objectif, c'est de faire Utilises quoi évidemment comme sans tomber. méthode? Bah, c'est la même, plus ou moins la même que la tienne. Donc en gros, tu as un tableau avec donc chaque carte a un personnage, une action, un APAO, objet et ok. un lieu. Ouais. Et donc après, tu crées des histoires avec. Ouais. Donc c'est assez chouette. Et en plus, c'est assez marrant parce que et moi à la base, tu vois, je pense pas avoir une très bonne mémoire, même pas du tout. Enfin, en tout cas, j'ai une mémoire extrêmement sélective. Et typiquement, c'est le genre de truc pour moi horrible parce que je vais facilement retenir des choses qui sont très saillants du point de vue intellectuel. Et apprendre un jeu de cartes, ça l'est pas du tout. Donc muscler ma capacité de concentration de telle sorte à créer une histoire, à les apprendre, etc. C'est vraiment un exercice difficile pour moi. Et pour autant, ben voilà, à la fin, j'y arrivais super bien. Et c'est marrant parce que ça connecte une aire de ton cerveau qui est plutôt liée à la créativité, parce que tu dois créer des histoires dans ta tête, et une autre qui est beaucoup plus analytique, beaucoup plus liée justement à la mémorisation. Et donc c'est des aires qui à la base sont pas spécialement connectées, et tu crées des connexions entre les deux par ce jeu-là. En tout cas, c'est l'idée et la logique sous-jacente de l'exercice, outre le fait de muscler ta concentration et d'être capable de bosser un Mhm. peu tes neurones inhibiteurs qui te permettent de te mettre dans une bulle et d'effacer toutes les pensées qui peuvent arriver dans ta tête. J'ai notamment lu d'ailleurs dans ton livre que tu t'étais découvert phylocognitif sous l'impulsion de Fanny, que j'ai reçue aussi sur ce podcast. Et donc, Dieu sait que pour des personnes comme nous, ça peut être compliqué de stopper justement le flux incessant de ces pensées. Ouais, alors la phylocognition, juste pour mettre un mot dessus, parce que moi, je suis pas un grand fan des étiquettes, donc je sais pas dans quel. Je pense qu'on les tous un petit peu, plus ou moins. Alors à voir, c'est sûrement un spectre un peu élastique en fonction des gens, mais la phylocognition, c'est vraiment à séparer de l'intelligence. C'est juste l'amour de la pensée. C'est quand on est tout le temps dans un tourbillon de pensée, quand on analyse sans arrêt son environnement et quand on peut pas s'empêcher de se poser des questions et tout ça. Et parfois, ouais, c'est difficile d'arrêter la machine, quoi. Moi, c'est dans l'apnée que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé un remède à trouver un peu de vide, tout simplement. Parce que quand tu es à 30 mètres sous l'eau, sous une certaine pression qui fait que tes poumons font la taille d'une balle de tennis, bah, tu penses pas à ton boulot, quoi. Tu penses à survivre et tu te concentres sur toi, sur chacun de tes muscles pour les relâcher, pour économiser de l'oxygène et tu te concentres sur la ligne pour pas la perdre et pour pas te retrouver la tête dans le mauvais sens, quoi. Ouais, je suis jamais descendu aussi bas, mais par contre, j'ai fait une petite initiation avec Estelle, qui est une auditrice de Limitless, de l'autre côté du lac. J'habite à Évian. Et donc, je suis descendu qu'à 10 mètres, mais déjà, je ressens ce côté d'apaisement. En fait, dès que ta tête est sous l'eau, et puis en fait c'est déjà quelque chose que j'avais pu ressentir sur des respirations Wim Hof par exemple, où suite Mmh. à l'hyperventilation tu peux avoir des apnées qui tiennent assez longtemps. Tu vois, moi je me suis surpris à faire 5 minutes 30 comme ça, et c'est vraiment des mouvements de lâcher prise, d'apaisement, de voyage intérieur qui sont hyper agréables. Mais il y a quelque chose de supplémentaire effectivement quand t'as la tête sous l'eau, et que tu te retrouves à explorer. D'ailleurs, je pourrais faire un parallèle avec l'alpinisme. En fait, c'est des endroits qui à la fois sont pas faits pour l'homme et en même temps nous ramènent d'une certaine façon tellement fort à notre vulnérabilité que tu te reconnectes un petit peu à ta nature profonde plus que à tout le vernis que tu mets dessus pour vivre en société. J'ai l'impression que c'est un peu comme si tu te déshabillais, tu vois. Ouais, ouais, bah, c'est peut-être pour ça qu'on y va. Probablement. Parce que ça dit des choses de nous qu'on a du mal à percevoir dans les lieux qui sont adaptés à l'homme, dans la société, dans cette jungle de béton. Parce que c'est un peu ça que sont devenues les villes. Mais moi, j'aime bien aller me foutre dans ces situations-là, tu vois, que ce soit dans le Sahara, dans la jungle, sous l'eau. J'ai pas fait d'alpinisme encore. C'est une discipline qui me tente beaucoup, surtout que je suis un peu fan de tous ces documentaires-là. J'avais adoré 14 Peaks, par exemple, avec l'histoire de Nirmal Purja qui avait fait les 14 sommets en moins de 7 mois. D'ailleurs, je crois qu'il a été battu par une femme il y a pas longtemps. Et,
Et ouais, c'est une discipline qui m'attire de plus en plus. Alors, je pense que je prendrai le temps de découvrir ça un jour. Je vais pas me précipiter, je vais pas faire ça n'importe comment, parce que je sais aussi que c'est très dangereux. Donc, ouais. Ouais, beh, en même temps, c'est parce que c'est dangereux que c'est intéressant aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans l'alpinisme. Il y a effectivement l'effort physique, la beauté des paysages qui sont réellement somptueux, la notion de temps long parce que tu mets une éternité à atteindre un sommet et malgré tout, petit pas après petit pas, tu finis par y arriver alors qu'il te semblait inaccessible lorsque tu le regardais d'en bas. Le biais de Mmh. contraste parce qu'après toute cette difficulté, ben, tu te retrouves dans un refuge de montagne et là, une simple soupe te semble être un plat à 3 étoiles. Mais il y a aussi cette notion de relation au risque et à la peur. Bah, toi, peut-être moins parce que j'ai vu que tu avais fait un peu de parcours, tu t'es amusé un peu sur les toits, etc. Mais j'ai plusieurs fois raconté, mais pour moi, la première fois que j'ai traversé comme ça une crête de 20 centimètres de large avec le précipice des deux côtés, j'ai eu vraiment peur. Alors que j'avais déjà fait plein de trucs à sensation forte, tu vois. Mais là, je me dis, ok, si je tombe, je meurs. Et cette Mmh. conscience de la brièveté de la vie, tu vois, il y a cette phrase de développement personnel qui dit que la vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, mais en réalité, tu le comprends vraiment que quand tu le vis. Il y a une grosse différence entre le lire, le comprendre d'un point de vue intellectuel et puis le ressentir. Et là, je l'ai ressenti et ça a remis en perspective toutes les priorités que je m'étais mis dans la vie. Ouais, ouais, je me souviens de cette phrase, ouais. Et on a 2 vies et la 2e commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. C'est intéressant ce rapport à la peur, ce rapport au danger. Alors moi, j'ai peur aussi, tout pareil que toi, hein. J'adore traîner sur les toits, mais ça m'a toujours fait un peu peur d'être au bord du précipice. Alors par contre, c'est vrai que j'ai pas cette peur du vide que certains ont, tu vois, sur une voie d'escalade ou autre. Moi, je suis assez à l'aise avec ça. Ou cette peur de la profondeur aussi, puisque si t'inverses, pareil, quand t'es sous l'eau, tu peux vraiment être en grosse panique et c'est l'une des peurs de beaucoup de gens, tu sais, de juste regarder sous l'eau, la peur des poissons, de ce qui se passe là-dessous, de se faire croquer une jambe ou autre. Mais écoute, moi j'adore ce sentiment de peur. De plus en plus, je perçois la peur comme étant une émotion positive et quand il y a quelque chose que j'ai envie de faire, évidemment, pas d'aller je sais pas, me mettre dans une situation juste nulle pour me mettre en danger, mais si c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que ça me fait peur, je me dis que c'est un signal positif et que c'est quelque chose à faire, tu vois. Et donc ça me montre un peu le chemin. C'est un peu devenu une boussole en fait, la peur. Souvent, je fais l'état des lieux de tout ce qui me fait flipper et je me dis, tiens, là, il y a de la croissance à aller chercher, là, il y a des leçons intéressantes. Ça me fait penser à Nicolas Aignan, un obsessif du développement personnel radical, qui te plairait d'ailleurs. Je ne sais pas si tu le connais, mais Non? il a le gros avantage de remettre en perspective les paradigmes avec lesquels on s'est construit. Et notamment, tu vois, il a décidé que sa vie et son travail ne tiendraient en 2 jours et demi par semaine. Donc, il travaille que 2 jours et demi par semaine. C'est la contrainte qui s'est mise parce OK. qu'il voulait faire l'école à domicile pour ses enfants, etc. Et malgré tout, en travaillant 2 jours et demi par semaine, il fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en étant pile dans ses zones de génie. Donc, ça a été l'une des premières personnes que j'ai connues à vraiment mettre en perspective cette notion de zone de génie et le fait que le travail pouvait relever du domaine du non-effort, tu vois, qu'il y ait une telle fluidité, tu es tellement aligné entre tes passions, tes compétences, le sens que tu donnes à ce que tu fais, que c'est hyper fluide, tu vois. Et c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression que d'ailleurs, ça rejoint un petit peu le minimalisme. Tu vois, on a souvent tendance à travailler dur pour s'acheter des preuves sociales, ces preuves sociales qui coûtent cher et qui vont nous enfermer, nous emprisonner parce qu'après on aura peur de les abîmer parce que justement on a travaillé dur pour les avoir. Et donc finalement tout ça, on parlait de liberté tout à l'heure, a tendance à plutôt nous emprisonner, qui plus est dans un travail qui est peut-être dans nos zones d'excellence, c'est-à-dire dans lequel on sera bon, mais qui nous épanouit pas forcément. Ça a été un petit peu ton histoire avec ton passage en startup et puis après l'histoire, le bref passage en salariat que tu as eu. Et c'est aussi un peu la mienne. Je dirais, j'ai une startup qui répond plus du tout à ma quête de sens. Et j'ai commencé à sentir cette friction de plus en plus forte entre ce que je faisais au quotidien, qui certes me permettait de donner l'impression que j'avais réussi. En tout cas, sur le plan financier et social, c'était le cas. Mais, mais qui me donnait pas du tout l'impression de contribuer positivement au monde ou d'avoir un rôle à jouer. Et c'est devenu d'autant plus important pour moi quand j'ai eu des enfants. Je pense que les enfants nous mettent face aussi à nos incohérences et puis à, au chemin, à la trace qu'on a vraiment envie de dessiner. Parce que quand tu deviens parent,
tu te dois, entre guillemets, d'être exemplaire. Les enfants apprennent beaucoup plus par l'exemple que tu leur donnes que par ce que tu vas leur dire ou ce que tu vas leur transmettre. Et d'ailleurs, ils sont extrêmement forts pour pointer toutes tes incohérences. Donc, si tu leur dis un truc que tu fais l'inverse, ce que font la plupart des parents d'ailleurs, tu leur dis ah non, il faut pas regarder la télé le soir, et puis toi tu la regardes, bah, tout de suite il va dire mais pourquoi est-ce que toi tu la regardes, tu vois. Et alors, du coup, face à ces incohérences, face à ces contradictions et face à peut-être ce questionnement du sens qui revient, tu as pris des décisions ou... Ouais, j'ai pris des décisions, mais ça a été dur. Déjà, tu vois, je vois facilement des opportunités et des potentiels latents, et donc j'ai tendance à m'y engouffrer, tête baissée, sans forcément envisager le fait que après ça risque de grossir et que potentiellement je me sentirais prisonnier du propre monstre que j'ai créé. Et ça a vraiment été mon cas, par exemple avec cette startup dont j'ai eu du mal que je dirige encore, mais je suis passé à mi-temps, j'ai fait évoluer mon pacte d'associé, etc. pour lever ma clause d'exclusivité, et puis je suis en train d'en sortir, mais ça m'aura pris 1 an et demi. Et franchement, ça aurait été un parcours difficile. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, justement, je suis enfin à cette croisée des chemins où je peux redéfinir ce que j'ai envie de faire. Et il y a un côté solopreneur qui m'a attiré, en mode j'ai envie d'avoir plus de liberté pour explorer, pour lire, pour apprendre, pour découvrir. Et puis, d'une certaine façon, je pense qu'une vie simple et alignée, où je vivrais dans mon chalet à la montagne avec mon petit jardin en permaculture, mes poules, et puis j'irais couper mon bois à la hache et je passerais du temps de qualité avec mes enfants, bah, ça m'attire. Et d'un autre côté, je suis hyper ambitieux, et j'ai souvent pensé que cette ambition était liée à mon besoin d'être aimé et à ce besoin de reconnaissance des autres. En fait, je m'aperçois que c'est plus fort que ça. Et quand quelqu'un me parle d'un projet, ou si moi j'ai un projet, je vois tout de suite la vision à 3 ans, 5 ans, ce qui peut devenir. Et c'est très difficile pour moi de résister à l'envie de le réaliser. Donc je me suis fait une raison. Je suis quand même plutôt start-upper que solopreneur, mais j'ai envie d'être un start-upper intentionnel plutôt que opportuniste. Ouais, mais tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, je crois elle est suggérée par Derek Sivers dans son livre How to Live, parce que il te présente 27 manières contradictoires de vivre, 27 réponses contradictoires en fait, et une conclusion bizarre. Et cette phrase, c'est: la vie, c'est pas un problème à résoudre, c'est un paradoxe à expérimenter. Et tu vois, ces paradoxes, moi j'en ai plein, et toi aussi, t'as ce côté, t'aspires à deux choses qui peuvent être parfois contradictoires, et c'est ça qui fait que nous sommes des humains, quoi. Et moi aussi, je rêve de ce chalet dans la nature, avec ma petite famille. Je fantasme un peu la petite maison dans la prairie. Et une fois que je l'aurai, bah, peut-être que je vais m'amuser 5, 6 mois. Et qu'après, je rêverai de partir à nouveau à l'aventure. Et en fait, c'est ça. Et ce qui est intéressant, tu parlais de routine aussi au début, c'est de comment tu peux créer des systèmes dans lesquels tu peux osciller entre différentes phases de vie. Et c'est là où tu as une certaine liberté. Tu vois, si tu es capable d'avoir des systèmes où bah, à telle saison dans l'année, tu es sur cette intention-là, plus avec ta famille, plus posé. Dans une autre saison, tu es plus dans le chaos, tu viens à Paris, tu fais les interviews, les machins, la promo. Dans une autre saison, tu es plus centré sur toi, sur la créativité, et puis dans une autre, peut-être partir à l'aventure. Enfin, c'est un peu comme ça que j'essaie de concevoir ma vie, c'est-à-dire de créer des phases de vie différentes. Et d'ailleurs, maintenant, je réfléchis même à avoir des lieux différents pour chaque phase de ma vie. J'adore cette vision, et en fait, je pense que ça tient au fait que on, on a peut-être souvent l'impression que il faut trouver la recette magique du bonheur, de l'épanouissement, et donc trouver les bons ingrédients et puis créer sa vie parfaite entre guillemets, comme si cette vie parfaite c'était une autoroute et puis une ligne droite. Alors que je pense au contraire que c'est beaucoup plus une sinuosidale. Je le dis souvent, mais pour moi la vie c'est une homéostasie. Tout dans la vie, dans le monde fonctionne de cette façon-là. Le vivant, l'homéostasie est vraiment à la base du vivant. Et, euh, Ça veut et dire donc, quoi, l'homéostasie? bah, c'est le fait que, si tu veux, le fonctionnement de ton corps, par exemple, fluctue toujours entre deux barrières. Donc, tu as des barrières homéostasiques, par exemple, pour la température corporelle, la température de ton corps, elle va jamais être à 37 degrés. Elle va toujours osciller entre 36 et 38. C'est un abus de langage, ou en tout cas, c'est une simplification de dire que la température du corps, elle est à 37 degrés. Elle est toujours comme ça en train d'osciller, et en réalité sans jamais toucher le centre, un petit peu comme un attracteur de Lorentz qui fait une espèce de papillon et qui tend toujours vers ce point central, mais sans jamais le toucher. Et en fait, l'équilibre, c'est pas une moyenne ou une voie du milieu. Pour moi, c'est beaucoup plus justement l'expression d'extrêmes
opposé, un peu comme la stratégie de l'alter de Nicolas Taleb, Nassim Nicolas Taleb, où tu vas chercher des deux côtés. Et tu vois, moi par exemple, là j'habite à Évian, au bord C'est du hyper lac, intéressant. j'ai une vie hyper routinière. Je fais toujours plus ou moins la même chose le matin parce que je sais que ça me convient bien et que ça me permet d'être dans le bon état de disponibilité pour ce que j'ai envie de faire après, etc. J'ai des moments de qualité avec ma famille, mes entraînements et tout. Et donc j'ai une vie assez casanière, tu vois. Et pour autant, et ben tous les mois ou tous les mois et demi, je vais à Paris pendant une semaine. Et là, c'est l'effervescence, tu vois. Ça va dans tous les Mmh. sens. Je rencontre 10 personnes tous les jours. Je fais des petits déj, des déj, des dîners tout le temps. Je marche avec des gens dans la rue. J'essaie vraiment de rencontrer énormément de personnes parce que justement, c'est concentré sur une période de temps courte. Et donc là, ça éclate mes routines et mon organisation classique, mais c'est ok. Et j'adore cette oscillation justement entre ces deux extrêmes. Et, euh, et au final, l'équilibre entre les deux me permet, moi, de trouver un équilibre qui m'épanouit entre ce besoin de simplicité et en même temps cette envie de vivre intensément dans d'autres moments. OK, bah, écoute, merci parce que j'avais jamais conscientisé cette idée-là d'oscillation autour d'un équilibre et que le fait que l'équilibre, c'est pas de trouver la ligne parfaite, mais c'est de trouver peut-être la meilleure oscillation autour de tout ça, quoi. C'est super intéressant comme idée. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas dans le sport aussi. Au final, le sport, tu crées une désadaptation quand tu t'entraînes et puis une suradaptation lorsque tu te Mmh. reposes, tu vois. Au final, c'est deux extrêmes. Tu vas à fond dans l'intensité et puis de l'autre côté, à fond dans le repos. Ouais, Et c'est vrai, grâce à ça, tu tu as un raison. rebond positif. Et d'ailleurs, en parlant Exact. d'intensité, il y a un truc qui m'a semblé percevoir dans ton aventure, c'est que j'ai l'impression qu'au début, il y avait un côté un peu consumériste dans les défis que tu voulais réaliser, dans le sens où tu m'avais l'air super excité à l'idée de faire plein de choses, et puis c'était un peu, en fait, plus que d'apprécier le chemin, c'était la finalité et le fait d'avoir réussi l'objectif. Et plus on avance dans ton livre, plus j'ai l'impression que la finalité devient complètement secondaire et que c'est vraiment le chemin, l'expérience qui devient prédominante, qui devient la plus importante et que on voit une sorte comme si ça ralentissait, tu vois, comme si tu étais beaucoup plus dans la contemplation, dans le fait de vivre le moment présent, dans la pleine conscience et moins dans ce que ça dit de toi et moins dans la nourriture de ton ego, même si bien sûr l'ego c'est un moteur extrêmement puissant et il faut pas le négliger. Et d'ailleurs ça fait un peu écho à ce que tu partageais avec l'apnée où tu dois développer justement ce lâcher prise et cette connexion profonde à ce que tu es en train de vivre ici et maintenant. Enfin, je sais pas si tu dois ou si c'est la pratique qui t'y oblige naturellement, tu vois. Mais comment tu as développé un peu Tu ce... peux pas, de toute façon, tu peux pas descendre si t'es pas en lâcher prise. Tes oreilles, elles bloquent. Donc, c'est vraiment c'est un impératif, quoi. Et alors, Ah, je t'ai comment coupé, t'as... vas-y. Ouais, ouais, non, non, vas-y. Non, non, mais c'est ça. Comment est-ce que... Ouais, tu vois, je veux dire, quand t'es un mec passionné, il y a quand même un élément qui nous rallie, toi et moi, c'est cette conscience qu'on est incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie. Alors jouons-y pleinement. Et donc pour moi, en tout cas, le temps est ma ressource la plus précieuse. Et j'ai tendance à chercher un ROI à la façon dont je le dépense. Je suis très attentif à la façon dont il s'écoule parce que j'ai envie toujours de faire plein de choses. Et il y a tellement de choses qui me donnent envie. Euh, et et pour autant, le risque, justement, c'est d'être dans le surremplissage, justement, dans une forme de consommation, plus que d'expérience, de être. En fait, d'être plutôt dans le faire plutôt que dans le être. Et j'ai l'impression que toi, il y a eu vraiment un shift et qu'à la fin, tu as réussi à être beaucoup plus dans le être, alors qu'au début, tu étais beaucoup plus dans le faire. Ouais, bah écoute, avant j'étais dans la voix, après j'étais dans le faire, et maintenant peut-être un peu plus dans l'être. Je prends une seconde pour aller chercher un mouchoir, parce que je suis en pleine crise allergique là depuis tout à l'heure. Alors attends, hop, et je suis en train de... Alors, j'embarque mon micro avec moi, attention. Mais hop, plutôt que de renifler au micro, attention, trompette, je coupe mon micro. Hop, and I'm back. Voilà, je sais pas si tu voudras couper ou si tu veux laisser ces petites tranches de vie Du coup, je suis triste de pas avoir entendu la d'Aliadja. trompette parce que ça nous aurait donné un petit écho. Ah! Dans tes voyages, tu as sûrement vu des éléphants.
Ah oui, j'en ai vu en Tanzanie, ouais. Et mais j'ai vraiment une manière de me moucher qui est très très trompette, quoi. C'est vraiment un orchestre. On parlait de l'ego, on parlait de ouais de passer du faire à l'être. C'est marrant parce que c'est dans mon livre, le chapitre où je parle de l'apnée, de cette quête du vide, c'est là où j'ai cette phrase par rapport à l'ego, où j'explique que pendant longtemps, j'avais mis mes projets au service de mon ego et que cette fois, j'allais essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de mettre mon ego au service de mes projets, parce que ça reste un moteur très puissant, comme tu le disais. Et, euh, et donc, quand le gars me dit c'est quoi ton objectif et que je dis un peu par hasard, j'aimerais plonger à 30 mètres en apnée, il me répond ok, tu restes combien de temps en Turquie? Parce que j'étais en Turquie quand j'ai fait ça. Et je lui dis bah, le temps qu'il faudra. Et c'est ça le fait de mettre son ego au service de ses projets, c'est de se dire bah, je partirai pas de ce village tant que j'ai pas fait ça et je vais faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Parce que quand tu es à 30 mètres en apnée sous l'eau, il n'y a pas un public qui est là pour t'acclamer, si tu veux. T'es tout seul face à toi-même. T'es vraiment tout seul. Ça fait la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Ta safety, c'est-à-dire le gars qui va, la personne qui va venir te récupérer pour t'assurer, c'est vraiment sur les 10-15 derniers mètres. Donc ouais, là, tu es face à toi-même et réussir une apnée, c'est vraiment, est-ce que tu arrives à lâcher prise? Est-ce que tu arrives à, à accepter la pression, à accepter l'inconfort et à remonter après? Parce qu'en fait, t'as pas le choix aussi. D'un autre côté, c'est ça qui est intéressant avec l'apnée, c'est qu'une fois que tu es au fond, t'as pas le choix de remonter. Tu peux pas abandonner. L'abandon, c'est juste pas une option, sinon tu meurs. Et ça, c'est ce que je trouve hyper intéressant dedans. Donc ouais, au début, j'étais dans le consumérisme des challenges. J'avais beaucoup de choses à me prouver. J'avais beaucoup de choses que je voulais montrer au monde aussi. Euh, et, euh, et voilà, et plus j'avance après, plus bah déjà, moi, je prends confiance en moi, dans mes capacités, dans ce que je suis capable de faire. Ensuite, je gagne un petit peu en notoriété en chemin. Donc, je me dis que bon, je commence à avoir de la validation, à avoir de l'amour, tu vois, sur Internet. Et c'est agréable. Ensuite, bah, je trouve mon modèle économique, donc j'ai moins à diverger, à montrer, à tester plein de choses parce que je commence à trouver des manières de monétiser, de vivre de tout ça qui permettent plus de converger sur certains aspects et de ralentir. Et, euh, et voilà, enfin, c'est pas d'un coup j'ai eu la sagesse, tu vois. C'est juste un long processus. Et c'est parce que j'ai réussi à valider certaines étapes que j'ai pu après un peu plus me détacher de tout ça et me dire, OK, maintenant, c'est peut-être plus facile de ralentir. J'ai plus de moyens, donc je vais essayer de faire des choses plus belles, par exemple. Plutôt que de faire des petites vidéos YouTube à l'arrache, bah, je vais engager un filmmaker. Mais du coup, c'est des processus qui sont plus longs. Et puis la vidéo, elle va mettre 2 mois au montage, etc. Donc, quand je me suis lancé, je pensais que ça me prendrait 4 ans. Je pensais que je ferais un challenge toutes les 2 semaines. Et écoute, ça fait 4 ans là. J'en suis même pas à la moitié. J'en ai fait à peu près une quarantaine. Et maintenant, j'en fais plus que 2-3 par an, quoi. Si j'en fais 3 sur une année, c'est une bonne année. Là, cette année, ouais, si on compte le livre comme étant un challenge, je vais en avoir 3, quoi. Mais à chaque fois, maintenant, c'est des grosses productions, c'est prendre le temps de documenter chaque aspect du défi, c'est prendre le temps d'aller rencontrer tous les acteurs de tel ou tel écosystème et de raconter leurs histoires. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui plus que le numéro des challenges. En fait, tu sais, je m'en fous maintenant j'ai arrêté de les numéroter d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Moi, je garde une petite liste pour moi parce que j'ai quand même cette quête d'arriver à 100 challenges à travers le monde. Mais cette liste, tu vois, elle évolue tout le temps et entre les. Tu sais, dans les génériques de mes vidéos sur YouTube avant, je mettais le challenge numéro 7, challenge numéro 8. Maintenant, j'en ai enlevé pas mal dans ma liste privée. J'en ai supprimé une dizaine qui correspondaient plus vraiment à ma perception du projet. Et comme tu le disais, là, l'important, c'est pas tant d'arriver à 100, c'est juste d'avoir fait un beau chemin. Et quand j'arriverai à 100, regarder en arrière et me dire, ah oui, c'était cool. Et ça, je l'ai pas fait juste parce que je voulais un challenge de plus. Donc là, je suis plutôt dans la démarche inverse, je les enlève. Pour comme ça me prendra encore quelques décennies pour arriver jusqu'au bout. Ouais, au final, c'est équerre quand même avec cette espèce d'ambition de vivre une vie intentionnelle. Ben, il faut aussi que tu sois intentionnel dans le choix de tes défis. Et peut-être que je me trompe, mais je pense qu'au début, tu as fait ta bucket list en disant, bah tiens, tout ça, ça pourrait être cool. Et donc, tu en as noté plein. Et puis maintenant, au fur et à mesure de ce voyage,
tu as compris un petit peu plus qui tu étais et ce que tu voulais transmettre au monde. Et donc, fort de cette connaissance de toi-même et puis de ton ikigai, eh bien, il y a des défis qui sont plus porteurs de sens. Ouais, et puis 4 ans quand même, 4 ans à voyager. En 4 ans, tu as le temps d'évoluer, de changer, de vieillir aussi. Je suis parti, j'avais 26 ans, maintenant j'en ai 30. Donc forcément, ma perception des choses et du voyage et de ce que je cherche dans le voyage change parce qu'au début, j'étais comme un foufou à voyager et à découvrir un peu le chaos. Et maintenant, je suis animé par d'autres émotions. Tu vois, j'ai plus envie de partager mes expériences, par exemple. Au début, c'était très solitaire. Maintenant, j'embarque des gens avec moi à chaque fois. Donc là, par exemple, le camp de Muay Thai, j'y suis allé avec mon meilleur ami et un filmmaker. On a fait ça ensemble. Bon, il y a juste l'Antarctique. Quand je suis allé en Antarctique pendant 14 jours, là, j'avais pas trop enfin, il y avait qu'une seule place, et on m'a invité. Mais sinon, là, tu vois, je suis en train de construire ma tiny house. Bah, pareil, on fait avec plusieurs potes. On est 4 à faire ça. C'est trop bien. C'est génial de faire ça ensemble et de plus être tout seul dans certains de mes défis. Ouais, bah, c'est vrai qu'on voit aussi la construction, tu utilises le mot d'ailleurs de tribu. Je pense que généralement nos amitiés sont liées soit à un contexte géographique, soit professionnel, soit à un héritage des gens qu'on a rencontrés par proximité lorsqu'on faisait nos études, et pas forcément des gens Ouais. qu'on a choisis parce qu'ils vibraient aux mêmes amplitudes que nous, tu vois. Et Mm. moi, tu vois, sur mon chemin, je suis devenu vraiment quelqu'un à l'opposé de celui que j'étais il y a plusieurs années. Et donc, sur la route, j'ai perdu la plupart de mes amis historiques. Et je m'en suis fait de nouveau, notamment grâce au podcast avec qui je vibre à fond, tu vois. On a même créé un groupe qu'on appelle les Nakama. Et puis, tous les ans, on se retrouve une semaine ensemble. Et puis, on passe des moments qui sont euh, riches à tout niveau, tu vois, qui nous enrichissent d'un point de vue personnel, parce qu'on passe des bons moments, etc. Mais aussi d'un point de vue intellectuel, parce qu'on a des discussions potentiellement passionnantes qui nous élèvent les uns et les autres, et puis même d'un point de vue professionnel, parce que ça nous donne des idées et des projets sur lesquels on a potentiellement envie de travailler ensemble. Donc, je trouve ça hyper riche. Et d'ailleurs, j'ai créé le festival Limitless Project pour permettre aux gens d'avoir des conférences, des ateliers, etc. fun, et puis explorer un petit peu plus leur potentiel. Tu vois, tu disais tout à l'heure que on avait des super pouvoirs et puis on n'en avait pas forcément conscience. Enfin, c'est un peu une occasion d'en explorer certains. Mais ce que je trouve vraiment le plus important et le plus fondamental pour ceux qui y participent, c'est cette capacité à créer du lien et à rencontrer d'autres personnes qui sont des furieux de la vie, tu vois, des gens qui ont envie de vivre avec intensité et de partir explorer leur plein potentiel et de jouer à fond au jeu de la vie, quoi. Euh, et j'aime bien la façon dont tu as été initiateur justement de cette volonté de créer une tribu en rassemblant des créateurs qui t'inspiraient dans un même endroit et puis en vivant ensemble à certains moments. Et c'est marrant parce qu'on pourrait voir les voyages et le fait d'être nomade comme ça, nomade digital, comme quelque chose de très individuel et très seul. Et tu as réussi à réinventer cette façon de vivre pour lui permettre et lui donner la place et l'espace d'une relation à l'autre riche. Ouais, bah, tu as toujours une forme de solitude quand même dans le voyage parce que tu pars tout le temps et c'est difficile de construire des relations dans la durée, sur le temps long. Mais ce qui est cool, c'est que moi, enfin, j'ai mis beaucoup d'énergie à rassembler des gens qui étaient un petit peu dans la même dynamique que moi, qui avaient cette liberté un petit peu géographique et de bouger. Et du coup, on se retrouve à différents endroits dans le monde et c'est assez cool. Et ça m'a demandé pas mal d'efforts quand même de les rencontrer, de les appeler, de connecter avec eux, puis après de les amener et de les faire de fédérer cette tribu un petit peu. Mais aujourd'hui, je suis super fier. Tu vois, là, je faisais la soirée de lancement de mon livre il y a pas longtemps à Paris. On était une centaine. Et quand je regardais la diversité des visages, j'étais tellement heureux parce qu'il y avait tellement de cercles qui se mélangeaient entre des amis historiques, d'enfance, ma famille, des potes de l'école d'ingénieurs, des gens du monde des startups, après de YouTube, de LinkedIn, de TikTok, du monde du livre maintenant. Et à chaque fois que je mets un pied dans un nouveau cercle, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et puis après les ramener dans tout ce que j'ai construit par le passé. Et ça crée ouais, une sorte de melting pot qui moi, je trouve hyper stimulant et très, très cool. Et voilà. Et puis après, dans le voyage, tu rencontres aussi, au-delà de juste les amis, tu as plein de rencontres qui te marquent, qui te font évoluer, qui te font changer plein de rapports à plein de choses. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que le voyage, c'est d'aller de soi à soi en passant par les autres. Bah, c'est un peu ma philosophie de vie, tu vois.
Ah, c'est une très très belle citation. Et ce que je trouve assez intéressant dans la construction de cette tribu, c'est que tu le dis, tu vois, t'as identifié des personnes, t'as été les contacter, les chercher. En fait, t'as été chercher tes amis, quoi. Ouais. Ouais, en fait, à un moment donné, alors je raconte un peu ça, je crois que le chapitre, c'est solitude familière, mais c'est après presque un an de voyage, je rentre pour la première fois en France et là, je comprends qu'il y a un décalage qui est en train de se créer et qui va progressivement devenir un gouffre et qui va me séparer de certaines personnes. Alors pas de toutes, hein, c'est pas pour autant que tu réunis toutes les amitiés, mais tu te rends compte qu'il y en a certaines qui sont pas basées sur, sur des choses qui sont très saines. Par exemple, moi, j'avais beaucoup d'amitiés qui étaient basées sur l'alcool et sur les soirées. Et quand j'ai commencé à moins boire, aujourd'hui, je bois plus d'alcool. Ça fait un an que je n'ai pas bu une goutte d'alcool, par exemple. Bon, bah forcément, il y a plein de soirées dans lesquelles je vais plus parce que ça m'intéresse moins. Parce que le but, c'était juste de se boire à la gueule, quoi. Euh, et du coup, tu te rends compte que qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui me lie à telle ou telle personne? Alors parfois, c'est juste des souvenirs, mais tu te rends compte que, eh ben, à l'avenir, il y a pas énormément de choses à partager. Parfois, il y a les deux, et ça, c'est génial. Et j'ai des amis comme ça. Parfois, c'est le voyage. Tu vois, j'ai des amis avec qui je suis allé en Turquie, avec qui, tu vois, Ivan, mon meilleur ami, je l'ai rencontré en, en Thaïlande. Mais, enfin, pardon, je l'ai rencontré en école d'ingénieur, mais il m'a suivi jusqu'en Thaïlande pour faire ce camp de Muay Thai. Il m'a fait confiance et ça nous a rapprochés. Tu vois, on est devenus un petit peu des frères d'armes. Je pense à un autre gars qui s'appelle Valentin, par exemple. Il était pareil en école d'ingénieur avec moi. Et si j'ai déconnecté de la plupart de mes potes ingé, eh ben lui, on est resté très très proche tout le temps. Parce que quand on en était en études, on avait ce point commun qui était le voyage. Et on en parlait tout le temps. Et on rêvait d'aller en Islande. Et du coup, le premier truc qu'on a fait après être diplômé, c'est on s'est démerdé pour aller en Islande alors qu'on n'avait pas une thune. Ça nous a coûté 500 euros, tout compris. Ce voyage, on a fait le tour de l'Islande en van et on s'est démerdé à chaque fois. On a négocié partout. Bref, on a fait tout ce qui était possible pour réduire les coûts. Mais parce que c'était notre rêve. Et un rêve, on lui tourne pas le dos. Et je comprends hein, que souvent l'argent c'est un élément bloquant, mais parfois on peut se trouver des moyens pour y parvenir. Et surtout que l'Islande est un pays très cher. Et du coup, cet amour du voyage, j'ai appris. Lui, tu vois, il m'a influencé sur certains aspects. Moi, je l'ai influencé sur d'autres. Aujourd'hui, un peu plus sur l'entrepreneuriat, etc. Et aujourd'hui, on a toujours plein de sujets en commun, plein de sujets à partager. Et ça reste l'un de mes amis les plus proches, quoi. Donc voilà, c'est un bon mix entre les deux, à essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu es ami avec telle ou telle personne, quel est ce terrain fertile que vous avez entre les deux, parce que toutes les relations, c'est un peu un échange à chaque fois. C'est tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose, et ensemble, on grandit. Tu vois. Et, euh, et voilà, et parfois, la personne que tu aspires à devenir, eh ben, sort des cadres de référence de personnes qui peuvent être très proches, et c'est là où après, tu as des ruptures qui peuvent être amicales aussi, et qui sont parfois plus dures à vivre que les ruptures amoureuses. Et d'ailleurs, de façon parallèle, puisque tu fais le parallèle avec les relations amoureuses, tu peux aussi avoir un coup de foudre amical, tu vois. Ouais. Ça va dans les deux sens, c'est assez marrant. Et par rapport à votre Mm. voyage en Islande, j'imagine que, enfin, tu vois, le fait de partir sans argent a peut-être rendu la décision d'agir beaucoup plus difficile. D'ailleurs, moi, ce que je fais pour à chaque fois que je me lance dans un défi ou quoi que ce soit, c'est que je m'engage et puis après je construis le plan. Comme ça, je peux pas être découragé par la difficulté de la Ouais, tâche à accomplir. Je suis déjà engagé et puis après je me débrouille. Et comme je disais tout à l'heure, l'homme est adaptivore, donc il finit toujours par trouver des solutions. Je pense que de la contrainte naît l'innovation, et donc justement, je commence par imposer la contrainte, et ensuite je me fais confiance pour trouver les solutions. Et ce j'adore voyage ça. en... Comment? J'adore ça, c'est trop bien. Je fais pareil avec mes challenges. Souvent, je dis, bon, allez, en janvier, je vais faire 40 mètres d'apnée sous glace. Et après, je me dis, bon, maintenant, faut le Comment on fait maintenant? faire. J'ai fait pareil avec l'alcool, tu vois. J'avais fait un post LinkedIn et j'avais dit, j'arrête l'alcool définitivement. Voilà 4 raisons qui motivent ce choix. J'explique mes raisons. Mais quand le post il a fait 300 000 vues, bah, j'allais pas me remontrer le lendemain avec une bière, quoi. Tu vois. J'étais engagé publiquement, donc je trouve ça génial. Et après, tu réfléchis à tes mécanismes pour tenir, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Et puis en fait, cette règle-là, elle fonctionne dans tout, même tu vois dans l'organisation par exemple. Moi, j'ai des créneaux à 14h30 tous les après-midi pour les calls, et donc c'est le seul créneau qui est dispo. Ce qui fait que naturellement, de cette contrainte-là, eh bien, a permis le fait que les gens en fait, comme le nombre de slots disponibles pour me parler est limité, eh bien, naturellement, ça filtre en fait la voie d'entrée des sollicitations extérieures.
Et ça pousse aussi les gens potentiellement à trouver des solutions avant de me contacter, d'avoir bien pensé à leur message ou à ce qu'ils ont envie de me dire ou de me demander. Et moi, ça réduit de dingue toute la charge liée à la gestion du flux extérieur. Donc au début, il y a toujours une phase un peu Mmh. d'inconfort. Tu vois, c'est pareil, j'ai fait pareil avec mes mails où j'ai des créneaux dédiés pour traiter mes mails et donc le temps est limité, tu vois. Et donc cette limite au début, elle est inconfortable parce que ça a tendance à déborder dans tous les sens. Et après, ça te force à t'organiser et à gérer beaucoup mieux ce flux-là, de telle sorte à ce qui rentre dans le créneau que tu avais défini. Et donc, je trouve que le fait d'utiliser la contrainte est souvent très très riche de découvertes, d'apprentissage. Et tu vois, quel que soit le défi dans lequel tu te lances, par exemple, en l'occurrence, aller nager sous glace 40 mètres, et ben, à partir du moment où tu t'engages à le réussir, quand tu vas construire ton plan, ça va peut-être te mettre en relation avec plein de nouvelles personnes, apprendre plein de Ouais. choses sur la physiologie, sur ton propre corps, enfin voilà, sur un tas de choses. Et donc au final, c'est hyper riche. On sous-estime, en tout cas, on peut pas appréhender la diversité et la densité de ce qu'on va apprendre sur le chemin justement. Et c'est ça qui est génial en fait avec le mindset de l'explorateur, c'est que le mindset de l'explorateur, il cherche pas à atteindre le sommet, il profite vraiment du chemin et c'est le chemin qui l'enrichit et qui le construit et qui le façonne. Et c'est peut-être aussi un Mmh. petit peu ce qui est. Je crois que tu as dit un truc du style que euh, le stress chronique un peu de nos sociétés venait probablement du fait d'avoir un travail et puis une vie qui est hyper linéaire, tu vois, et qui ne valorise pas nos aspirations personnelles, l'écoute de notre cœur, de notre intuition, de ce qui nous fait vibrer. Tu vois, en plus, par biais social, on a tendance à se dire que on vit de telle façon, ça nous satisfait pas totalement, mais nos collègues vivent de la même façon, donc on fait la même chose. Et puis comme on cherche les autoroutes plutôt que les chemins un peu tortueux avec des racines, eh bien c'est une situation qui est confortable parce que sécuritaire et prédictible, mais qui nous rend pas vraiment heureux. On pourrait d'ailleurs dire que le cerveau il cherche plus à être bon dans ses prévisions de l'avenir et donc à minimiser la variabilité et le chaos plutôt qu'à être heureux. Ouais, bah, le cerveau, son principal souci, c'est de survivre. C'est pas tant d'être heureux. Après, ça peut aider d'être heureux, mais c'est pour ça qu'il y a toujours cette politique du moindre effort. C'est-à-dire, tu veux économiser l'énergie et tu veux pas te foutre dans des situations bordéliques. Mais oui, c'est vrai qu'on a tendance à se rassurer en regardant la vie du voisin et se dire, bah, la mienne n'est pas si mal finalement. Et du coup, on peut vite se résigner. C'est pour ça que les infos marchent aussi bien. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi déprimantes à chaque fois. C'est parce que c'est rassurant de voir que ailleurs c'est le bordel. Tu te dis, bon, bah, dans mon quartier, finalement, ma vie, elle est OK. Même si c'est pas hyper aligné avec tes intentions, tu te dis, oui, mais regarde, il y a la guerre là-bas, eux, ils meurent de faim. Nous, on est quand même pas si mal. Donc, en fait, on peut retourner travailler à 8 heures. Et il y a de la vérité là-dedans. Ce qui est triste, c'est quand si t'es pas aligné là-dedans et que tu utilises ça pour te justifier, ben, c'est là où moi je trouve où c'est dommage parce il y a plein de belles choses à vivre, il y a plein de rêves inassouvis. Et moi, enfin, moi j'aime bien quand les gens ils sortent ce rêve du placard, tu vois, et ils se disent ah ouais en fait vas-y, j'ai vu une de tes vidéos, j'ai lu un passage de ton livre et puis ça m'a motivé. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, je pensais que c'était pas possible. En fait, tu m'as prouvé que si. Vas-y, je vais le faire, je me suis inscrit à tel truc. C'est pas forcément d'aller à l'autre bout du monde ou de se mettre dans des situations aussi pourries que, que moi. Ça peut juste être, tu vois, d'aller faire un cours de danse dans son quartier, un truc qui nous faisait peur depuis longtemps, ou d'aller parler à telle ou telle personne, ou de changer de travail, ou de lancer ce podcast qui nous fait envie. Et ouais, et de reprendre un peu le temps d'écouter, de s'écouter soi. En fait, on vit dans une société qui est très bruyante. Tu sais, il y a du bruit partout, tout le temps. Tu te réveilles avec un réveil, il y a des sonneries de téléphone, tu sors dans la rue, il y a des klaxons, il y a les infos en permanence, il y a de la pub de partout. Et bon, c'est le jeu. Et moi, j'en suis aussi en partie responsable. Je fais de la pub, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, pour gagner ma croûte, quoi. Mais et plus c'est bruyant et plus c'est difficile d'entendre sa petite voix intérieure. Et c'est là où les expériences introspectives, le fait de sortir de faire ce pas de côté, tu parlais d'alpinisme tout à l'heure, de l'apnée, de peu importe l'expérience, en fait, ça peut juste être d'aller marcher dans la forêt. Et ça, c'est des trucs on prend plus trop le temps de le faire parce qu'on est embarqué dans ce flot qui s'appelle la vie. Et, et on a du mal de temps en temps à s'accrocher un peu sur le rivage pour voir à quelle vitesse tout ça, ça défile.
Ouais, bah, d'ailleurs, justement, par rapport à ce bruit, moi, il y a maintenant, ça commence à faire un bon moment, hein, peut-être quelques années, j'ai décidé de faire une diète totale d'informations. Donc, je regarde plus la télé ni les infos. Je suis désabonné de toutes les newsletters qui me tiennent au courant de ce qui se passe dans le monde. Je lis plus de journaux ou ce genre de choses. Et en fait, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises parce que ça réduit. En fait, si tu veux, les médias te montrent une image du monde qui est biaisée parce que il doit faire de l'audience et donc ils vont favoriser les clics un peu clickbait et les informations négatives pour jouer sur le biais de négativité qui marche hyper bien et ça nous donne une impression que tout va mal qui de mon point de vue favorise pas le fait d'être optimiste et d'avoir une belle vision du monde et en plus de quoi cette illusion de savoir n'est qu'une illusion parce qu'en réalité déjà elle est biaisée et en plus de quoi parce que tout ça nous aide pas à prendre de meilleures décisions euh, et en plus de quoi t'es même pas moins au courant parce que en discutant avec les gens ils sont super contents de te raconter tout ce qui se passe dans le monde donc au final Ouais. tu finis quand même de toute façon par le savoir et Hmm. Ouais, je te rejoins là-dessus, hein. J'ai une approche assez minimaliste sur l'information. Je suis abonné au compte d'Hugo Décrypte sur Instagram. Il met un carrousel par jour avec 5 images et un tout petit texte. Et c'est mon seul point de contact avec l'info. Et ça me suffit amplement. Tout le reste, je me suis désabonné de tout. Je veux plus, j'ai jamais eu de télé, rien. Et c'est très bien. Ça, j'ai le strict minimum pour savoir après ce qui se passe dans le monde. Et après, je veux pas rentrer dans tous ces débats, dans toutes ces réflexions ouais, qui m'atteindraient sinon psychologiquement, je pense. et je trouve que tu sais tu dis Surtout que tu peux rien y faire, tu vois. C'est ouais ça c'est le ça truc, ouais ouais c'est que enfin, il y a très peu de choses sur lesquelles tu peux avoir un impact, quoi. On t'annonce une mauvaise nouvelle, telle personne, si tu es dans un accident, bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire pour changer? Alors, ouais, je sais pas, moi, je me trouve un peu démuni face à tout ça et je me dis, bon, bah, peut-être que le meilleur truc à faire, c'est peut-être de se recentrer sur soi. Alors, ça peut être vu comme de l'égoïsme, mais en fait, au mieux tu seras dans tes baskets, au plus tu peux rayonner positivement sur ton entourage et avoir un impact positif sur ton environnement, sur là où tu es, là où tu es vraiment, c'est-à-dire dans ta localité, quoi. Exactement. Et le truc le plus évocateur lié à ça, c'est la politique. Tu vois, les gens passent leur temps à critiquer ce que les gouvernements font, alors que à part créer de la colère intérieure et donc potentiellement à réduire leur satisfaction personnelle de la vie parce qu'ils sont pas contents de ce qui se passe et justement ils sont impuissants quant à le changer, ben ça ne sert absolument à rien. Et par contre, effectivement, moi je dis toujours qu'on a tous la responsabilité d'influencer positivement notre propre microcosme et ça, on a un réel pouvoir, tu vois. Le sourire que tu donnes à la caissière quand tu vas faire tes Mhm. courses, c'est de ta responsabilité Ouais. et ça a un réel impact mesurable avec potentiellement un effet en plus boule de neige parce que elle, du coup, pourra donner plus de joie et de bonheur à son mari, à ses enfants et ainsi de suite. Et il y a un cercle vertueux qui se crée. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Euh, et il y a un truc, tu vois, tu parlais de ton voyage en Islande tout à l'heure, que tu avais engagé sans argent, et puis tu as eu plusieurs aventures où quand même tu n'avais pas d'argent, tu vois, tu parlais du minimalisme, peu d'objets, tu t'es confronté à beaucoup de variabilité, beaucoup de difficultés, beaucoup d'inconfort. Donc aujourd'hui, j'imagine que le seuil laminaire à partir duquel tu considères qu'un problème est un problème est beaucoup plus haut. Et, euh, Oui. et, et j'ai envie de dire, tu vois, c'est presque en fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir se rassurer avec un compte épargne de plus en plus gros en se disant que ça nous permettra de faire face à n'importe quel problème à l'avenir. Et donc, on accumule comme ça notre trésor pour nous rassurer vis-à-vis la variabilité du monde. Et j'ai l'impression que la plus grande richesse, en réalité, c'est celle d'être certain que, quoi qu'il en soit, on sera capable de rebondir parce qu'on a à l'intérieur de soi Mhm. la capacité à faire face à l'adversité et qu'on peut vivre avec peu de choses parce que la vie ne vaut que par ce qu'on vit, par les expériences, beaucoup plus que par nos possessions. C'est intéressant ce que en fait, ça rejoint le sujet de la sécurité. Moi, pendant longtemps, ma mère m'a dit, enfin, deviens ingénieur, après tu feras ce que tu veux, comme ça tu auras un filet de sécurité. C'est-à-dire que pour elle et pour beaucoup de gens dans mon entourage, ma sécurité, et si je peux faire tout ça, c'est parce que derrière, je suis ingénieur, donc j'ai un diplôme. Mais en fait, pour moi, il n'y a aucune sécurité là-dedans, parce que si je travaillais en tant qu'ingénieur, surtout après avoir fait tout ça, je enfin, ma santé mentale dégringolerait à vue d'œil, quoi. Je me sentirais mourir à petit feu, je pense. Parce que je suis pas fait pour être enfermé dans un bureau, je suis pas fait pour être sur un ordinateur toute la journée.
D'ailleurs, l'écriture du livre me l'a bien montré. Euh, Enfin, j'adore écrire, mais à la fin, passer 10 heures par jour à retravailler mon texte, ça m'a atteint, quoi, psychologiquement. Et donc, si je passais 10 ans à faire ça, ce serait catastrophique. Euh, et du coup, j'ai jamais perçu, moi, ce diplôme comme étant une sécurité. Au contraire, plutôt comme un danger, le danger de la fausse sécurité. Et, euh, et en fait, plus j'avance, alors plus j'accumule les expériences, mais aussi, bon, maintenant, aussi une forme de notoriété, puis de crédibilité sur certains sujets. Plus je comprends que ma sécurité, c'est pas mon stock, mais c'est ma capacité à générer du flux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai aucun problème à faire tapis de temps en temps, à balancer toute ma thune pour financer des projets ou des choses assez ambitieuses, parce que je sais que les effets ricochets sur le long terme vont être largement supérieurs, que ce soit de financer des documentaires ou là, j'organise un grand challenge bientôt, par exemple, qui va s'appeler le Challenge de l'Explorateur. L'objectif, ça va être d'inciter 10 000 personnes à se lancer sur LinkedIn. Bah, j'investis beaucoup d'argent pour organiser ce truc-là, mais je suis certain que le ROI sera monstrueux en fait derrière, parce que tu crées une vague, tu crées un mouvement, et ça, c'est génial. Et donc voilà, la capacité à générer du flux, c'est ça pour moi, c'est la véritable sécurité. Et cette capacité, elle vient d'où? Elle vient de toutes les expériences que tu as vécues, de toute la crédibilité que tu accumules en chemin, de toutes les compétences que tu développes. Et je pourrais vraiment repartir de zéro, zéro abonné, zéro argent sur mon compte, et je pourrais très très vite me refaire beaucoup plus vite que si juste je prenais un job d'ingénieur. Ouais, bien sûr. Moi, tu vois, c'est pas, j'ai la même sensation avec l'entrepreneuriat et je me dis si demain ma startup se plante ou même si, enfin voilà, tu vois, si je démissionne ou quoi que ce soit, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur parce que je sais que j'ai acquis suffisamment d'expérience pour remonter sans problème. Tu vois, je suis entrepreneur depuis toujours presque et pour remonter un projet sans aucun problème. Et en fait, cette croyance-là, c'est ma plus grande richesse parce que je sais que je suis à l'abri de tout en réalité, tu vois, et je peux me permettre de faire ce que je veux. Et tu vois, vis-à-vis de ce compte épargne, ça me fait rire parce que j'avais reçu sur ce podcast Laodis qui avait eu un bon job, etc. Et il avait économisé d'argent, peut-être, je sais pas, 60 000 ou 100 000 euros. C'est énorme quand même comme compte épargne, tu vois. Surtout que voilà, il mettait de l'argent de côté tous les mois pour y arriver. Et puis un jour, il a décidé de quitter son boulot et d'utiliser 100% de son compte épargne pour faire un film. Et donc là, tu parlais de ROI tout à l'heure. Là, il y a zéro ROI. C'est juste que c'était un truc qui lui faisait kiffer et il a toujours vu son compte épargne comme une façon de financer ses rêves plus que comme un matelas de sécurité. Donc, et tout le monde lui a dit, Mmh. mais t'es con. D'autant plus que là, il se mettait en risque parce qu'il avait quitté son boulot pour le faire. Il a dit, mais c'est pas grave. Quand j'aurai fini, je vais retrouver un boulot ou je crée une boîte ou que sais-je. Et puis là, j'ai envie de vivre mon rêve qui est de faire un film. Et ça revient un petit peu à cette idée de voir la vie comme un jeu. On a tendance à, à surpondérer les risques qu'on prend, alors qu'on en revient à cette logique d'homme adaptivore. Une fois que le problème arrive réellement, on trouve toujours des solutions. Mais c'est plutôt le fait de l'imaginer qui nous fait peur et qui nous bloque. Ouais, je suis d'accord. Et je pense qu'on a une vision du risque qui est assez biaisée. Ma théorie, c'est que c'est un peu générationnel. C'est-à-dire que ben, nos parents, du moins mes parents, ils ont été élevés par leurs parents, qui eux étaient la génération d'après-guerre où en fait, tu vois, ma grand-mère, elle parle souvent de ses souvenirs d'enfance sous les bombardements, etc. Et traumatisée. Et donc pour elle, la sécurité, c'est la vie, quoi. Enfin, tu vois, il fallait avoir un bon diplôme. Elle a poussé ma mère à faire médecine. Ma mère, du coup, m'a poussé absolument à devenir ingénieur, et en me disant: «Tu feras ce que tu veux plus tard», et ça a mis des années avant qu'elle puisse s'ouvrir, tu vois, à d'autres modèles, avant de comprendre que en fait, il y a plein d'autres choses. Et aujourd'hui, avec ma sœur, par exemple, elle est beaucoup plus tolérante. J'ai une petite sœur qui a 6 ans de moins, que moi. Et c'est ça, en fait, le Graal, c'était d'avoir un job stable, de pouvoir, devenir propriétaire, d'acheter ta maison et d'être, ouais, d'enlever toute forme de variabilité, de variance quoi, dans ton quotidien, c'est-à-dire pas faire le pas de côté qui pourrait te mettre en danger. Sauf qu'en fait, le risque, on le surestime énormément. Alors, je parle pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont dans des situations délicates et c'est compliqué et on n'a pas tous les mêmes situations. Mais on est quand même beaucoup à avoir une situation où on risque pas grand-chose si jamais on tente un truc, quoi.
Moi, quand je me suis lancé, j'avais 10 000 euros sur mon compte en banque. C'est beaucoup d'argent et c'est aussi pas beaucoup, ça dépend du référentiel. Et je m'étais dit, bah, c'est quoi mon pire scénario? Bah, mon pire scénario, c'est j'ai plus rien, je rentre chez moi et j'aurai toujours un toit et des gens qui m'aiment et qui me feront une gamelle si j'ai vraiment plus de quoi bouffer, quoi. Et j'aurai de quoi me refaire un CV et puis essayer de retrouver un job, quoi. Euh, bon, bah voilà, j'allais pas mourir. C'était juste au pire, mon pire scénario, c'était je retourne à ma vie d'avant. Mon meilleur scénario, c'était je deviens riche et célèbre et tout marche bien et je suis heureux et c'est génial. Et la réalité se trouve souvent entre les deux. J'ai mis plusieurs années avant de trouver vraiment mon modèle économique et d'être serein vis-à-vis de ça. Tu vois. Et aujourd'hui, même si j'ai pas un compte en banque qui est gigantesque parce que je réinvestis énormément de mon argent dans mes projets, bah le pécule que j'avais au départ, maintenant je le fais tous les mois assez facilement, quoi. Et c'est fou de se dire ça. Et en fait. Ouais, c'est parce que à un moment donné, j'ai pris ce risque, quoi. Ce risque qui n'en était pas un qui était très grand, quoi. Encore une fois, le pire scénario, c'était je rentre chez moi et la tête pleine de souvenirs et je retourne à ma vie d'avant avec de nouvelles expériences, de nouvelles histoires à raconter. Ouais, et puis tu vois, là tu parlais de, de l'argent et on a tendance à résumer la notion d'actif à l'argent, alors qu'en réalité, construire un capital, c'est beaucoup, beaucoup plus large que Ouais. la simple perspective financière. Tu vois, le capital d'influence que tu as réussi à créer, le capital d'abonnés, la communauté qui te suit, tout ça, ça a une valeur bien au-delà de ton compte en banque. Un peu comme quand tu crées une Mmh. entreprise, au-delà de ce qu'elle rapporte et de son PNL à la fin de l'année, eh bien, potentiellement, elle prend de la valeur parce que elle se construit, elle crée des choses, etc. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter à ça tout le capital expérientiel qui, même si tu n'avais pas construit de communauté, même si à la fin tu n'avais pas trouvé de business model, etc., tout ce capital expérientiel, c'est des choses qui auraient pu te servir pour monter une autre startup ou pour faire, que sais-je, écrire un bouquin par exemple et raconter comment est-ce que ces 100 challenges à travers le monde t'ont en réalité mené à la ruine. Ouais, ça fera une jolie histoire. Peut-être que je vais me ruiner en chemin. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ce sera marrant de vivre ça, de vivre le succès, la gloire, puis le désespoir. Au fond, c'est ça, c'est de vivre toutes les émotions possibles. Les gens me prennent un peu pour un fou quand je raconte ça. Je dis, ouais, moi, je rêve de gagner au loto et puis de tout perdre. Je me dis, ça doit être un sentiment, mais c'est de se sentir tellement démuni. Je- Bon, je sais pas, c'est peut-être un mauvais fantasme. Peut-être que c'est pas une bonne idée finalement. Peut-être que ce serait cool de tout garder. Mais oui, et puis il y a même le réseau aussi, hein, tu vois, tous les gens que Oui, tu rencontres en chemin. Là, par exemple, je construis ma tiny house. J'ai un ami qui a un terrain, qui a investi, que j'ai rencontré grâce à Internet, grâce à la création de contenu. On est quatre, on est que des créateurs dans le lot. Et puis on va faire organiser tout un festival autour de la création de contenu tout le mois de septembre dans ce lieu qui s'appelle la Maison des Créateurs. Et c'est génial, quoi. Et moi, je suis trop heureux de vivre ça. Et ça, c'est rendu possible parce qu'on a construit toutes ces relations en chemin. Et, euh, et ça, c'est une forme d'actif, entre guillemets, qui a énormément de valeur pour moi, tous les gens que j'ai rencontrés sur la route, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, c'est une tiny house qui te servira de point de chute quand tu rentres en France et en même temps qui a aussi la vocation d'être une espèce d'écolieu pour les créateurs. Ouais, c'est ça. C'est un lieu qui est incroyable, qui est en Charente-Maritime, à 1 heure de Bordeaux. Et il y a 3 chalets. Il y a la maison de Kylian et sa femme et leur petite fille, Aileen. Une grange de 170 mètres carrés qu'ils ont retapé en un coworking incroyable. C'est magnifique. Oui, j'ai dit qu'il y a 3 chalets. Il y a un gîte aussi. Il y a un étang, une forêt, des vignes. Le lieu est très très beau. Et donc bientôt, il y aura 2 tiny houses supplémentaires, dont la mienne. Voilà, je vais acheter une petite parcelle là, au bord de son terrain, pour foutre ma tiny house et même la construire, parce que j'ai décidé de l'assembler moi-même. Un petit défi supplémentaire. Je trouvais ça cool d'apprendre à faire des choses de ses mains, parce que moi, je suis un peu nul. Avec un ordinateur, je peux faire plein de choses, mais de mes mains, je suis un peu une chèvre, donc j'avais envie de progresser. Et, euh, et oui, ce sera un lieu dans lequel je pourrais rentrer, me reposer, réfléchir, planifier, puis me reconnecter un petit peu à la nature et prendre le temps d'être dans le silence un petit peu. Et ce qui est très très fort, et c'est là où Kylian a été. Donc Kylian Talin, celui
qui est à l'initiative de ce projet. C'est là où Kylian a été très fort dans ce lieu, qui s'appelle la Maison des Créateurs, mais qui devrait bientôt s'appeler le Village des Créateurs. Moi, je milite pour que ça s'appelle le Village des Créateurs. C'est que il vient un peu contrecarrer les principaux problèmes quand tu t'isoles à la campagne, surtout dans une tiny house. Le problème de la tiny house, c'est que déjà c'est petit, c'est tiny, quoi. Tu vis dans 20-25 mètres carrés et du coup, tu peux être en manque d'espace, mais quand tu es dans la nature, si tu veux de l'espace, il suffit juste d'ouvrir ta porte et puis tu respires. Et puis il y a la grange, tu vois, 170 mètres carrés. Voilà, en fait, tu as un grand lieu dans lequel tu peux être haut sous plafond, quoi. Et puis l'isolement, quand t'es souvent les tiny houses, ils sont foutus dans des terrains, tu vois, au milieu de la forêt où il y a personne, quoi, et où il y a moins de stimulation dans certains villages. Moi, je sais, j'ai grandi dans un village dans le sud de la France. Bon, quand je vais là-bas, je suis content de voir ma famille, mais je suis pas très stimulé. Et ce qui est génial, c'est que là, il y a du passage, quoi. Tous les jours, il y a des créateurs et des entrepreneurs qui viennent, des artistes, et si tu veux voir personne, tu vas dans ton refuge, tu vas dans ta tiny house au fin fond de la forêt, là. Et si tu veux être stimulé, tu vas dans la grange, tu vas croiser du monde. Et ça, j'adore. Donc, ça joint un peu le meilleur des deux mondes. Et je me vois bien vivre comme ça. En tout cas, je vais intégrer cette brique dans mon système. Ça, c'est certain. Ça me fait penser à un projet, mais auquel on n'ose pas vraiment croire pour l'instant. Mais je te parlais des Nakama tout à l'heure, donc le groupe est un peu qu'on s'est construit. Et à un moment, on s'était dit, on peut acheter un hyper grand terrain et puis en fait, on le partage et puis après chacun construit sa maison et au final, on fait notre propre petit village. Et c'est vrai que ça fait un peu fou et en même temps un peu sectaire, tu vois. Et en même temps, c'est pas si fou que de choisir ses voisins. En réalité, là, moi, je suis en copro, tu vois, avec d'autres personnes. Là, on serait copropriétaire. La seule différence, c'est qu'on aurait choisi les gens avec qui on a envie d'avoir, enfin, les gens qu'on a envie d'avoir à côté de chez soi. Et ouais, je trouve que c'est riche de sens quand même. Le rapport à l'autre est hyper important et pour autant, on est de plus en plus enfermé. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on passait nos vies enfermés dans des boîtes. C'est le cas d'un point de vue physique où tu passes de ta maison à ta voiture, à ton bureau, et puis tu marches sur des trottoirs, etc. Et donc, tu es toujours dans du béton. Mais c'est aussi le cas dans le rapport à l'autre, où, tu vois, moi, je trouve ça super, le full remote et puis le télétravail. Mais on a quand même de plus en plus, j'ai l'impression, tendance à s'enfermer chez soi et puis à utiliser les pouvoirs de la technologie qui sont super. Moi, je suis super content de pouvoir enregistrer ce podcast avec toi grâce à Riverside. Mais les pouvoirs de la technologie pour maintenir ce lien à l'autre. Et tu vois, si tu regardes le casque Apple Vision Pro là, qui te permet de reproduire vraiment des expériences de vie dans le confort de ton canapé, tu peux facilement imaginer la suite des relations humaines complètement dématérialisées et dans le virtuel, tu vois. Écoute, je suis curieux de savoir comment on interagira dans un siècle, quoi. Je me demande, une de mes intuitions, alors je sais pas du tout dans quelle mesure elle va se réaliser ou pas, mais une de mes intuitions, c'est que ça va être de plus en plus polarisé, quoi. C'est-à-dire, il y aura ceux qui vont plonger là-dedans et ceux qui vont rejeter ça un peu en bloc et qui vont vivre comme des hippies, quoi. Et moi, je pense que je serais dans la catégorie, je sais pas, probablement un pied dans chacun, quoi, parce que j'aime bien aussi cette modernité, j'aime bien cette technologie, et puis je vis de ça, tu vois, je vis des réseaux sociaux aussi d'une certaine manière, je vis de l'attention qu'on me donne. Mais ouais, je me demande, des hippies riches, moi je pense que c'est ça, ils avaient tout compris. Tu vois, t'as ton business en ligne, mais à côté, tu veux faire des expériences psychédéliques tout nu dans dans la forêt. Je sais pas. Écoute. Après, je pense que la technologie, ça reste un outil et que la philosophie avec laquelle on l'utilise a bien plus d'importance que ce qu'elle dessine, tu vois, d'une certaine façon. Certes, elle peut utiliser des travers naturels, tu vois, d'économie d'énergie, de besoin de confort, etc. Et donc, il peut y avoir des effets de bord négatifs. Mais d'un autre côté, tu vois, si tu prends l'intelligence artificielle, par exemple, tu peux le voir sous un prisme assez négatif et une forme de désévolution. Après, le fait est qu'elle est là, donc de toute façon, la rejeter, c'est juste se mettre en marge du monde. Et par ailleurs, pour moi, c'est la capacité, tu vois, je te parlais tout à l'heure de choisir mes stresseurs. En fait, ça revient à dire, je choisis où j'ai envie de dédier mon énergie. Et je délègue un tas de choses à l'intelligence artificielle qui sont pas porteuses de sens pour moi, qui sont pas dans mes zones de génie, ce qui me libère plus de temps pour être dans mes zones de génie, justement. Et donc, c'est pas l'idée de remplacer mon travail par l'intelligence artificielle, mais plutôt d'avoir plus d'énergie et de temps pour pour des projets qui sont porteurs de sens pour moi, pour des temps de qualité avec ceux que j'aime, etc.
Ouais, bah, Euh, l'idée, c'est de devenir maître des outils de son époque sans devenir esclave, quoi. C'est les réseaux sociaux en figure de proue. Bien sûr. D'ailleurs, à la fin de ton livre, tu évoques la possibilité d'avoir des enfants. En tout Mhm. cas, un pour commencer. De tout ce que tu as vécu aujourd'hui, bien sûr, tu n'as que 30 ans, mais ça serait quoi pour toi la leçon de vie principale que tu aimerais lui transmettre? Oh, je pense que ce sera. Alors, je sais pas, il y en aurait beaucoup, mais la première qui me vient, ce serait d'explorer sa curiosité, de ne pas s'enfermer tout de suite dans une voie, de ne pas avoir peur de diverger, de ne pas avoir peur d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon et de voir, tu vois, de collecter les points, quoi, pour les connecter plus tard. C'est-à-dire de se dire, OK, vas-y, si tu sais pas ce que tu veux faire, bah, prends un an, va chercher. Plutôt que de dire, bah, fais ça. Va faire une prépa, va faire maths sup, va faire maths spé. Je pense que je l'inciterai et j'essaierai en tout cas dans l'éducation de lui, de lui transmettre ça, c'est-à-dire ouais, de partir faire des choses, parfois qui sont en dehors de notre cadre de référence, parfois qu'on comprend pas tout à fait, et en chemin de prendre ce qu'il y a à apprendre, d'absorber ce qui est utile, de rejeter ce qui ne l'est pas, d'ajouter ce qui nous est propre, et puis de se forger sa propre opinion sur le monde. Et puis, voilà, donc cette idée d'explorer sa curiosité, puis peut-être je l'inciterai à documenter aussi, parce que moi, ça a eu beaucoup d'impact positif sur moi. Ne serait-ce que même s'il n'y avait pas d'attention, tu vois, même s'il n'y avait pas ce jeu du partage, des réseaux sociaux, des likes, des vues, etc., l'acte de documenter, il est quand même, il inscrit les choses dans le temps, il inscrit les choses en soi. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Ouais. C'est quoi ta routine pour documenter? Tous les jours, tu fais une revue journalière un petit peu de ce qui s'est passé sur la journée en mode journal un peu libre ou c'est beaucoup plus Non, millimétré et organisé? ça l'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Ok. C'est, en fait, l'écriture fait partie de ma vie maintenant et c'est entré dans mon quotidien. Ça fait partie de mon identité. Et j'écris un peu tout dès que j'ai une idée, dès que j'ai une phrase, dès que j'ai tu vois, dès que j'apprends quelque chose, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je vais le noter quelque part. Et j'ai des milliers de notes qui se transforment parfois en post LinkedIn, parfois en story sur Insta, parfois en newsletter, parfois en article de blog, parfois en chapitre de mon livre, parfois en vidéo YouTube, parfois en rien du tout. Il y a un nombre de notes qui n'ont rien qui servent à rien, enfin, qui servent à rien. Non, elles servent pas à rien, mais qui n'ont rien donné de concret derrière. C'est effrayant, et même les choses que j'écris, même les posts que je fais, souvent j'écris 2 posts avant d'en publier un. Parce que des fois j'écris un post et je me rends compte que j'avais besoin de clarifier ma pensée sur un sujet. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas spécialement envie de le partager, quoi. Je me dis, mais qui je suis pour parler de ça? Ou alors, c'est pas vraiment ta ligne édito, ou alors juste, ça m'a fait du bien de l'écrire, mais j'avais pas spécialement envie d'en parler publiquement. Donc voilà. L'écriture, c'est le processus à travers lequel on prend conscience qu'on pige pas vraiment ce qu'on est en train d'écrire. Moi, souvent, quand je me mets à écrire tu vois, je me dis, OK, je fais l'exercice par exemple d'écrire un post LinkedIn sur un sujet, puis souvent je me rends compte que je pige pas trop ce que je suis en train d'écrire et que je suis un peu à côté de la plaque, donc je me ravise, et le fait de l'avoir écrit m'a aidé à prendre conscience de ça. Et parfois, j'adore aussi parler de sujets que je maîtrise pas, mais pareil dans cette posture de l'explorateur, c'est-à-dire dire, je vais pas dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut retenir, mais plutôt voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai appris. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans ce que j'appelle moi la méthode explorateur. C'est un produit que je vends en ligne, enfin le pitch, c'est d'apprendre à cartonner sur LinkedIn en documentant son quotidien et en se mettant dans cette posture-là qui est peut-être un peu plus détachée, un peu plus humble, que de juste avoir des injonctions et dire aux gens ce qu'il faut faire et de leur faire la morale, quoi. Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai une vision inverse de la tienne sur l'écriture, où pour moi l'inverse, c'est quand j'écris quelque chose, c'est la résultante de ce que j'ai métabolisé. C'est-à-dire que parfois j'ai des inspirations, des idées, plein de choses qui arrivent dans ma tête, qui eu égard à mes expériences de vie, à des conversations, à des lectures, et ça tourne comme ça un petit peu en boucle. Et le jour où je les écris, où je les mets sur papier par exemple pour en faire une newsletter, ou que sais-je, quelle que soit la forme que ça prend, même dans mon journal, souvent c'est justement la façon dont j'ai relié. Tu parlais tout à l'heure de relier les points. Eh bien, Mmh. c'est le signe que je l'ai digéré et que je suis prêt à
que ça y est, c'est ok, tu vois. Ça s'est battu un petit peu dans ma tête pendant tout un temps, et puis maintenant, je suis arrivé au bout, entre guillemets, si tant est qu'on puisse dire qu'on arrive au bout de quelque chose, parce que je suis quand même, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain, et donc je suis très humble vis-à-vis de ce que je pense savoir, mais en tout cas vis-à-vis de mon propre rapport à moi-même, c'est un petit peu le signe que qu'il y a un accouchement, un aboutissement, tu Ouais, je sais pas si c'est vraiment contradictoire, hein. J'ai l'impression que c'est assez complémentaire. Tu peux utiliser l'écriture comme faisant partie du processus ou comme étant le résultat. Et dans tous les cas, ça aide dans cette vois. Ouais. dynamique d'accoucher d'une idée. Oui. Écoute, il nous reste 6 minutes sur ce podcast. Je vais te poser une dernière question justement puisqu'on parle de nos paradigmes, de nos aquariums, de ce qu'on pense savoir. Et donc clairement, moi je suis conditionné par tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vu autour de moi, mais qui est très français, très occidentalisé. Je me suis passionné pour l'exploration du potentiel humain, et donc j'ai appris plein de choses sur la nutrition, sur le sommeil, sur la science du sport, sur la physiologie. Mais tout ça avec mon prisme à moi. Toi qui as parcouru le monde, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées chez les gens qui te semblaient pleins de vitalité, des gens qui étaient capables d'exprimer leur plein potentiel, qui te semblaient voilà, vivre avec intensité? Est-ce qu'il y avait des habitudes, des choses qu'ils mangeaient, des choses qu'ils faisaient, un état d'esprit qui supportait cet élan de vie, cette force intérieure, cette énergie? Bah, écoute, je vais te redire la phrase de tout à l'heure, c'est que la vie, c'est pas un problème à résoudre, c'est un paradoxe à expérimenter. Et plus je voyage et plus je rencontre des gens qui ont des modèles de vie très différents, qui mangent pas la même chose, qui ont pas du tout la même conception du bonheur, qui ont certains qui sont très ambitieux, qui ont plein de projets et qui sont misérables, d'autres qui n'en ont aucun et leur seul et unique but, c'est de marcher dans le Sahara toute la journée et qui sont très paisibles. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vérité sur ces sujets-là et que c'est à chacun d'explorer, de s'explorer, de comprendre ces paradoxes, de les tester et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que c'est hyper intéressant tu vois, entre un bribri au Costa Rica quand on survit dans la jungle ou un mort, donc les MAURE, hein, sur les nomades en Mauritanie à qui j'ai rendu visite dans le Sahara. Puis après, j'ai traversé la Mauritanie en stop aussi. Je suis allé chez eux, chez certains, et c'était hyper intéressant de voir comment ils vivaient. Et leur mode de vie était très, très éloigné de ce que moi j'imaginais comme étant une bonne vie, entre guillemets. Pareil chez les Maasai, tu vois, en Tanzanie. Eux, ils ont vraiment aucune notion de confort, par exemple. Ils ont vraiment des mouches plein la tête, ça pue le bétail, ils mangent, enfin, ils boivent le lait de vache, ils en boivent le sang parfois, ils dorment sur des peaux de vache, ils vivent dans des cases faites de boue et de bouse. Enfin, c'est déconcertant quand tu vas là-bas, et pourtant ils vivent bon, alors je sais pas si la comparaison est possible, mais ils ont pas forcément l'air plus malheureux que le mec qui va à la Défense dans le métro, quoi. Quand tu es dans le métro parisien, tu regardes les gens autour, tout le monde se tire la tronche. Donc, écoute, j'ai pas remarqué de pattern, euh, si ce n'est que tout est très différent un peu partout dans le monde. Et s'il y en a peut-être un, il y a un pattern qui me vient là, c'est l'entourage, quoi. C'est le fait de vivre dans une communauté, le fait ouais, les gens les plus heureux que j'ai croisés, c'était quand même des gens qui étaient bien entourés et qui avaient un entourage sain et, euh, et qui s'amusaient, tu vois, qui essayaient pas d'être quelqu'un d'autre dans cet entourage-là. Bah, ça fait un super écho avec la construction de la tribu et puis du village des créateurs. Je t'en ai parlé rapidement en intro avant de démarrer le podcast. J'ai beaucoup aimé ton livre 1000 jours en quête de sens. J'ai l'impression que il préfigure un nouveau style littéraire, justement lié à ce prisme des réseaux sociaux, dans le sens où pour écrire des posts percutants sur LinkedIn, tu es obligé d'être hyper sharp, hyper impactant, minimaliste en fait dans la construction de tes phrases et de tes histoires. Et donc le fait de justement métaboliser tout ça en un livre, le résultat est vraiment ouais, clair, incisif, dynamique. Il y a des belles punchlines. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Donc, je conseille à nos auditeurs Merci. de l'acheter. Donc, ça s'appelle 1000 jours en quête de sens. Et puis sinon, on te retrouve sur LinkedIn. Tu as ton site aussi. Tu parlais de la méthode de l'explorateur pour te lancer en tant qu'influenceur. Tu as aussi un atelier plutôt lié à la compréhension de soi-même, à la recherche de son ikigai. Donc potentiellement,
pour ceux à qui notre conversation a fait écho et qui se disent, bah tiens, j'utiliserais bien mon compte épargne pour tenter de vivre une vie intentionnelle, c'est peut-être une bonne première étape. Ouais, alors c'est pas cher, hein. Il y aura pas besoin de vider le compte épargne. La telle introspection, pour l'instant, je crois qu'il est à 170 €. Et c'est 30 exercices pour trouver sa voie. Et la méthode explorateur, c'est une méthode pour cartonner sur LinkedIn en documentant son quotidien. Pas forcément devenir un influenceur, parce que je trouve que le thème, il est un peu galvaudé, mais et le but, c'est pas forcément d'en vivre. Le but, c'est surtout de se faire kiffer en chemin. Et après, certains trouvent des modèles économiques, c'est génial, mais déjà, l'objectif, c'est de se lancer, c'est d'oser s'exposer, et puis trouver sa quête, en fait, avec l'atelier, et puis la documenter avec la méthode explorateur. Et, euh, et ouais, et puis merci pour tes mots sur le livre. Écoute, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de faire en sorte que ce soit fluide. C'était pas simple de rentrer 1000 jours de voyage, d'aventure et de rencontres en 200 pages, mais bon, on l'a fait et je suis très fier du résultat. Bah tu peux. Et c'est vrai que tu vois, t'es pas tombé dans le piège de. Enfin, tu vois, c'est vrai que tu aurais pu faire un pavé avec des longueurs dans tous les sens, parce que forcément, tu as des histoires plein la tête. Et au final, il y a quand même une trame de fond, une logique. On suit un petit peu ta quête personnelle, tu vois, du gars qui plante sa startup et puis qui sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie. Et puis, je veux pas dire que tu as trouvé la réponse à la fin, mais en tout cas, tu sais beaucoup plus qui tu es. Et donc, c'est beau la façon dont cette quête se dessine en filigrane des différentes expériences que tu as pu vivre et que tu racontes. Je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié avec les meilleures citations du podcast à retrouver du coup sur limitlessproject.com. Et puis, eh bien, je te laisse parce que tu as un call tout de suite pour construire ta tiny house dans ton village des Exactement. créateurs. Donc, Elise, un Et grand, ouais. grand merci pour ton temps et je te souhaite une merveilleuse semaine. Un grand merci pour l'invitation, c'était très cool. À bientôt, bye bye. Salut, bye.